Il existe des périodes dans la vie où tout semble s'effondrer sans raison apparente. Les repères disparaissent, les certitudes se fissurent, l'élan vital se trouble. Et dans ce désordre intérieur, une question silencieuse surgit. Que m'arrive-t-il ? La plupart des traditions spirituelles et psychologiques ont reconnu ces phases comme des passages fondamentaux, des seuils invisibles entre deux états de l'être. Carl Gustav Jung, fondateur de la psychologie des profondeurs, les nommait les grandes étapes du processus d'individuation. Ce chemin intérieur par lequel l'être humain quitte les identités imposées pour devenir pleinement lui-même. Ce chemin n'est ni linéaire ni confortable. Il implique la perte, la désorientation, la confrontation avec ses zones d'ombre, le silence, la solitude, et parfois un profond sentiment de vide. Pourtant, derrière cette apparente désintégration, se cache un mouvement bien plus vaste, la réorganisation complète de la psyché. Jung affirmait que tant que l'inconscient demeure ignoré, il gouverne secrètement nos choix, nos relations et nos répétitions intérieures. Nous appelons cela le hasard, la malchance ou le destin. Mais lorsque l'inconscient commence à se rendre visible, lorsque ces symboles émergent, lorsque ces messages sont entendus, une transformation irréversible s'enclenche. Ce que beaucoup vivent comme une crise, et c'est souvent le début d'une renaissance. Car la psyché ne détruit jamais sans intention. Elle défait ce qui est devenu trop étroit pour permettre à quelque chose de plus vaste d'apparaître. Comme la graine qui doit se briser pour germer, l'être humain doit parfois traverser l'obscurité pour accéder à sa propre lumière. Dans cette traversée, certains signes intérieurs apparaissent. Subtils, profonds, déstabilisants parfois. Ils indiquent que l'âme travaille, que l'inconscient réorganise, que le soi se prépare à émerger. Ces signes ne promettent pas une vie facile. Ils annoncent une vie plus vraie. Et lorsque ce processus s'enclenche, le premier bouleversement est toujours le plus déstabilisant. La disparition progressive de l'identité que tu croyais être toi. Partie 1. La dissolution de l'ancien moi. Thème. La mort symbolique de l'identité. Il existe une sensation étrange, presque vertigineuse, lorsque l'on commence à ne plus se reconnaître soi-même. Ce n'est pas un choc brutal, mais un glissement silencieux. Une distance subtile entre ce que l'on était et ce que l'on ressent maintenant. Les choses qui autrefois faisaient vibrer semblent soudain fades, comme si elles avaient perdu leur substance. Les ambitions d'hier n'ont plus la même saveur. Les rêves anciens paraissent étrangers, appartenant à quelqu'un d'autre. On continue pourtant à avancer, à parler, à agir. Mais quelque chose s'est déplacé à l'intérieur. Une faille imperceptible s'est ouverte dans la structure familière du moi. Les rôles que l'on jouait naturellement deviennent lourds, presque inconfortables. Le masque social sert trop fort. On sent que l'on habite une forme devenue trop étroite pour contenir ce que l'on est en train de devenir. Carl Gustav Jung décrivait cet état comme une désintégration nécessaire de l'ego ancien. L'identité que nous avons patiemment construite, souvent pour être aimée, reconnue, acceptée, commence à se fissurer. Ce n'est pas un effondrement accidentel, mais un processus organique, presque biologique. Comme si la psyché, arrivée à un certain seuil, refusait de continuer à vivre dans une forme devenue obsolète. Cette dissolution provoque une perte de repères. Les certitudes, autrefois solides, se fragmentent. Ce qui semblait évident devient flou. Les fondations intérieures se transforment en sable mouvant. Et dans ce sol instable, la conscience apprend à marcher autrement, sans appui clair, sans direction nette. L'inconfort surgit alors comme un signal. Une tension sourde, parfois angoissante, parfois mélancolique.
Ce malaise n'est pas une erreur du chemin, mais le prix intime de la transformation, car toute métamorphose exige une phase de désagrégation. Avant que la nouvelle forme n'émerge, l'ancienne doit perdre sa cohérence. Dans cet espace fragile, suspendu entre ce qui n'est plus et ce qui n'est pas encore, quelque chose d'essentiel commence à respirer. Une part plus vaste, plus profonde, jusqu'ici enfouie sous les couches de conditionnement, cherche lentement à prendre place. L'âme, privée de ses anciens contours, découvre un autre rythme, une autre manière d'habiter le monde, un autre battement intérieur, encore informe, encore mystérieux, mais déjà chargé d'une étrange intensité. Car lorsque l'ancien moi se dissout, le monde extérieur devient trop bruyant, et l'âme ressent alors un besoin irrépressible de se retirer pour entendre ce qui cherche à naître en elle. Partie 2, l'appel au silence et à la solitude. Thème, le retrait sacré. Progressivement, le monde devient trop bruyant. Non pas seulement dans ses sons, mais dans ses sollicitations incessantes, ses attentes, ses stimulations permanentes. Chaque interaction, chaque notification, chaque parole semble ajouter une couche supplémentaire à une saturation déjà trop dense. Le mental se fatigue, l'âme se replie. Alors naît ce désir étrange, s'éloigner, se taire, réduire le mouvement. Trouver un lieu intérieur où la pression se relâche. Ce besoin ne ressemble pas à une fuite. Il n'est pas porté par la peur, mais par une nécessité plus profonde. Une intuition silencieuse indique que quelque chose doit être entendu, mais que ce quelque chose ne peut émerger dans le vacarme. L'inconscient ne crie pas. Il chuchote. Et pour percevoir ce murmure, il faut ralentir, suspendre, créer du vide. Jung lui-même se retirait dans sa tour de Bollingen, loin des villes, des conversations et des obligations sociales. Là, dans le silence brut, il se mettait à l'écoute des images, des rêves, des symboles qui traversaient sa psyché. Il savait que le dialogue intérieur exige un espace protégé, presque sacré. Là où le monde cesse d'exiger, l'âme commence à révéler. Dans cette solitude choisie, quelque chose se réorganise lentement. Les pensées se déposent, les émotions s'apaisent, les tensions accumulées se relâchent comme un nœud que l'on délie avec patience. Peu à peu, les images enfouies remontent à la surface. Des souvenirs oubliés, des désirs inavoués, des blessures anciennes se présentent non plus comme des menaces, mais comme des fragments demandant à être compris. Ce retrait devient alors un rituel intime. Une chambre secrète dans laquelle la psyché réassemble ses symboles, recompose ses mythes intérieurs, tisse de nouvelles connexions. Dans ce silence, le temps se change de texture. Il ne s'écoule plus, il s'approfondit. Chaque instant semble contenir une densité inhabituelle, comme si l'espace intérieur s'élargissait. Se retirer ainsi n'est pas disparaître. C'est se délester temporairement des formes superficielles pour toucher le noyau vivant. C'est laisser les couches extérieures se dissoudre afin que la source puisse respirer. Dans ce retrait, la conscience cesse de se disperser et commence à s'enraciner dans un territoire plus vaste, plus ancien, plus vrai. Et dans ce silence retrouvé, quelque chose d'étrange commence à se produire. La réalité elle-même semble se mettre à répondre à ton mouvement intérieur. Partie 3. L'étrange danse des synchronicités. Thème. L'alignement psyché-réalité. Il arrive parfois que la réalité prenne une texture étrange. Comme si un fil invisible reliait soudain les événements, les paroles, les rencontres. Rien n'est spectaculaire, et pourtant tout semble chargé d'un sens secret. Une phrase entendue par hasard répond exactement à une question intérieure. Un livre surgit au moment précis où son message devient nécessaire. Une rencontre improbable ouvre une porte que l'on ne savait même pas chercher. Ces instants troublants ne s'imposent pas par leur force, mais par leur justesse.
Ils touchent quelque chose de profond, de silencieux, et laissent derrière eux une impression persistante, presque vibratoire. On ne peut les expliquer rationnellement, on ne peut que les ressentir. Carl Gustav Jung appelait ces phénomènes des synchronicités, non pas de simples coïncidences, mais des événements liés par le sens plutôt que par la causalité. Lorsque l'inconscient s'active, disait-il, la frontière entre le monde intérieur et le monde extérieur devient poreuse. Ce qui se transforme dans la psyché trouve alors un écho dans la réalité. Dans ces moments, le monde semble répondre. Comme un miroir subtil, il reflète les mouvements secrets de l'âme. Les symboles se déplacent hors du rêve pour investir le quotidien. Une image, un mot, une situation deviennent porteurs d'un message que seule l'intuition peut déchiffrer. Ce dialogue silencieux crée une sensation d'alignement profond. On a l'impression d'être porté par un courant plus vaste, comme si quelque chose, au-delà de la volonté consciente, orientait les pas. Les événements s'enchaînent avec une fluidité inhabituelle. Les résistances intérieures se relâchent. Le chemin, jusque-là confus, semble soudain s'illuminer par fragments. Chaque synchronicité agit comme un signe discret. Elle n'impose rien, n'explique rien, mais elle suggère. Elle invite à prêter attention, à ralentir, à observer les correspondances subtiles. Derrière leur apparente banalité, ces instants cachent une intelligence mystérieuse, une logique non linéaire, presque poétique. Plus l'inconscient se met en mouvement, plus ces correspondances semblent se multiplier. Comme si la réalité devenait un langage symbolique, un livre vivant dont les pages se tournent sous les pas. L'espace quotidien se charge alors d'une profondeur nouvelle et chaque détail peut devenir porteur d'une signification intime, à condition d'oser regarder autrement, d'écouter ce qui se joue entre les lignes visibles du monde. À mesure que ces signes se multiplient, une évidence s'impose. Tu ne peux plus continuer à vivre derrière les anciens rôles que tu portais pour appartenir. Partie 4. La chute des masques sociaux. Thème. Libération de la persona. Un jour, presque sans prévenir, le regard des autres cesse de peser. Ce qui autrefois dictait chaque geste, chaque parole, chaque choix se met à perdre son autorité. Les attentes extérieures deviennent floues, lointaines, comme si elles appartenaient à un monde que l'on observe désormais depuis une autre altitude. On ne cherche plus instinctivement à correspondre, à satisfaire, à s'adapter. Quelque chose en soi se redresse. Depuis l'enfance, la plupart d'entre nous apprennent à façonner un visage social, une identité acceptable, ajustée aux normes, aux règles implicites, aux modèles valorisés. Ce masque devient progressivement une seconde peau. Il protège, il rassure, il permet de s'insérer, mais il enferme aussi. À force de le porter, on en oublie qu'il ne s'agit pas du véritable visage. Jung nommait cette construction la persona, l'interface entre l'individu et la société. Un compromis nécessaire, mais dangereux lorsqu'il devient total. Car lorsque toute l'énergie psychique est consacrée à maintenir cette image, l'être intérieur se réduit, se contracte, se tait. La libération de la persona ne ressemble pas à une révolte bruyante. Elle s'opère dans le silence, par une lente désidentification. Les automatismes tombent, les réflexes de conformité s'affaiblissent. On commence à percevoir la distance entre ce que l'on montre et ce que l'on ressent. Et dans cet écart, une vérité plus brute cherche à émerger. Cette chute du masque provoque parfois une inquiétude subtile. Sans ce rôle familier, qui suis-je réellement ? Que reste-t-il lorsque les attentes extérieures cessent d'orienter mes choix ? Ce vertige marque l'entrée dans une souveraineté intérieure. Une verticalité nouvelle s'installe. Les décisions ne jaillissent plus de la peur du rejet, mais d'un axe intime, plus profond, plus stable. Progressivement, le besoin de validation s'estompe.
Il n'y a plus cette urgence d'être vu, reconnu, applaudi. Non par indifférence, mais parce que l'ancrage intérieur devient suffisant. Une boussole silencieuse se met en place, guidant les pas selon des valeurs ressenties plutôt que prescrites. Cette transformation modifie la relation aux autres. Les échanges deviennent plus simples, plus directs, débarrassés des stratégies invisibles. L'authenticité prend la place de la performance. Le silence remplace parfois la justification. Le refus remplace la soumission. Et dans cette clarté nouvelle, l'existence commence à s'ordonner autour d'un principe différent. Non plus correspondre, mais être. Mais lorsque les masques tombent, ce ne sont pas seulement tes vérités qui émergent. Ce sont aussi tes ombres les plus enfouies. Partie 5. La rencontre avec l'ombre. Thème. L'intégration psychique. Il arrive un moment où le regard se retourne. Non plus vers l'extérieur, mais vers ces territoires intérieurs longtemps évités. Ce que l'on découvre alors n'est pas confortable. Des pensées inavouables, des impulsions refoulées, des émotions jugées inacceptables, la jalousie, la colère, l'envie de domination, le ressentiment, la peur de ne pas être assez, ou au contraire le désir secret d'être au-dessus. Ces fragments ont toujours été là. Mais jusqu'ici, ils restaient dissimulés sous les couches de moralité, d'idéaux, d'images valorisantes. On les rejetait dans l'ombre comme s'ils ne nous appartenaient pas. On préférait croire que le mal résidait ailleurs, chez les autres, dans le monde, dans les circonstances. Puis, un jour, ce mécanisme cesse de fonctionner. Les projections s'effondrent, les justifications perdent leur force. Le regard devient plus nu, plus honnête. On commence à percevoir ces zones obscures comme des parties vivantes de soi, non comme des anomalies à éliminer, mais comme des énergies brutes à comprendre. Jung appelait cet ensemble « refouler l'ombre ». Non pas une entité malveillante, mais la somme de tout ce que la conscience a rejeté pour survivre psychiquement. L'ombre contient autant de violence que de vitalité, autant de destructivité que de puissance créatrice. L'ignorer, c'est se condamner à la subir inconsciemment. Lorsque l'on ose la rencontrer, une lutte intérieure se déclenche. Car reconnaître sa propre capacité de cruauté, d'égoïsme ou de manipulation ébranle l'image idéale que l'on entretenait de soi. Pourtant, cette reconnaissance marque une étape décisive. Elle rend humble. Elle détruit l'illusion de pureté. Elle humanise. Dans ce face-à-face, quelque chose se réorganise. L'énergie jusque-là utilisée pour refouler, nier, projeter devient disponible. La psyché cesse de se fragmenter. Les contradictions s'assemblent. Les opposés dialoguent. Une cohérence plus vaste commence à émerger, non fondée sur la perfection, mais sur la totalité. Intégrer l'ombre ne signifie pas céder à ses pulsions. Cela signifie les connaître, les contenir, les transformer. La lucidité remplace le déni. La responsabilité remplace la projection. Peu à peu, l'individu cesse de se diviser intérieurement. Il devient plus dense, plus réel, plus enraciné. Dans cette intégration, une lumière nouvelle apparaît. Non pas celle de l'innocence, mais celle de la conscience. Une clarté grave, profonde, forgée dans la traversée des zones obscures. Une lumière qui ne nie rien, mais éclaire tout. Et paradoxalement, c'est en traversant cette obscurité que la lumière intérieure commence enfin à se structurer. Partie 6. La clarté intérieure. Thème, la révélation du soi. Après de longs détours intérieurs, après les doutes, les ruptures et les traversées obscures, une sensation nouvelle apparaît. Elle ne surgit pas comme une explosion. Elle ne provoque pas d'extase. Elle s'installe doucement avec la discrétion d'une évidence retrouvée. Quelque chose, en profondeur, s'aligne. Ce n'est pas une compréhension intellectuelle. Ce n'est pas une analyse brillante.
C'est un savoir intime, presque corporel, une certitude qui ne se démontre pas, mais qui se ressent dans la poitrine, dans le souffle, dans le silence même de la pensée. Tu sais, sans argument, sans justification. Tu sais ce que tu dois quitter. Tu sais ce que tu dois préserver. Tu sais ce que tu dois bâtir. Jung nommait cette expérience la révélation du soi. Non pas l'ego, non pas la personnalité sociale, mais le centre profond de la psyché, ce noyau invisible autour duquel l'existence peut enfin s'organiser. Lorsque ce centre se manifeste, l'agitation intérieure commence à se dissiper. Les contradictions se réconcilient. Les tensions se détendent. La clarté n'efface pas les difficultés. Elle les replace dans un ordre plus vaste. Ce qui paraissait insurmontable devient traversable. Ce qui semblait confus s'épure. Les choix ne sont plus dictés par la peur ou l'attente extérieure, mais par une cohérence intime. Chaque décision résonne comme un ajustement juste, même lorsqu'elle implique des renoncements. Dans cette lucidité nouvelle, le temps lui-même change de rythme. L'urgence se dissout. Le futur cesse d'être une projection anxieuse. Le présent devient un espace d'habitation plus stable. L'existence retrouve une verticalité simple, presque sobre. Les relations se transforment également. Certaines se délitent naturellement, sans conflit. D'autres s'approfondissent, portées par une qualité de présence plus vraie. On ne cherche plus à convaincre, à séduire, à correspondre. On se tient là, simplement, avec ce que l'on est. Cette clarté agit comme un axe silencieux. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne cherche pas à être vue. Mais elle structure chaque mouvement, chaque choix, chaque orientation. Une force douce émane de cette cohérence retrouvée. Une sensation d'habiter enfin sa propre vie, non comme un rôle à jouer, mais comme un espace intérieur à déployer. Dans cette révélation, la quête cesse de s'agiter. Elle s'approfondit. L'errance devient chemin. L'incertitude devient ouverture. Et dans ce calme nouveau, quelque chose d'essentiel commence à se préparer, en silence. Partie 7. Le retour de l'énergie créatrice. Thème. La renaissance vitale. Quelque chose se réveille. Lentement d'abord, comme une braise encore timide sous la cendre. Puis, peu à peu, cette chaleur intérieure s'intensifie. Après la fatigue profonde, après la traversée du doute et de l'ombre, une énergie nouvelle commence à circuler. Elle ne surgit pas dans la violence, mais dans une poussée organique, presque biologique, comme si la vie elle-même reprenait ses droits. Tu sens ce mouvement dans ton corps avant même de le comprendre. Un désir de te lever, d'agir, de transformer, de créer. Ce n'est plus une agitation fébrile, ni une fuite en avant. C'est un élan clair, structuré, porté par une direction intérieure. Tu veux bâtir quelque chose qui te ressemble, donner forme à ce qui jusqu'ici ne vivait qu'à l'état de pressentiment. L'énergie autrefois immobilisée dans les conflits intérieurs se libère. Ce qui était consacré à la lutte, à la peur, à la résistance devient disponible. La psyché cesse de se diviser. Les tensions s'apaisent, et cette force retrouvée cherche naturellement à s'exprimer dans le monde. Non pour prouver, non pour convaincre, mais pour manifester. Créer devient une nécessité vitale. Qu'il s'agisse d'un projet, d'une œuvre, d'un engagement, d'une transformation de vie, l'impulsion est la même. Inscrire son mouvement intérieur dans la matière. Faire descendre l'invisible dans le visible. Donner un corps aux intuitions. Tisser un pont entre l'âme et le réel. Cette énergie nouvelle n'est pas chaotique. Elle est orientée. Elle possède une densité, une cohérence. Elle ne disperse pas, elle rassemble. Chaque action semble s'aligner naturellement avec l'axe intérieur découvert auparavant. Le geste devient juste, l'effort devient fluide.
La fatigue elle-même prend une autre saveur, celle d'une dépense féconde. Dans cette dynamique, la peur de l'échec s'estompe, non parce que la certitude règne, mais parce que le mouvement importe plus que le résultat. Il ne s'agit plus de réussir, mais de déployer. Plus de se protéger, mais d'exprimer. La vie reprend son expansion naturelle. Peu à peu, ce feu intérieur éclaire les gestes quotidiens. Les journées gagnent en densité. Le temps se charge de présence. Chaque pas devient une création en soi. Et dans cette montée vibrante, quelque chose de plus vaste que la volonté personnelle semble s'animer, comme si la psyché, enfin réunifiée, laissait la vie circuler sans entrave, dans un flux continu, vivant, ouvert. Et c'est à cet instant précis que tu comprends. Tout ce chemin, aussi déroutant fut-il, te préparait à renaître. Si tu reconnais ces mouvements en toi, si tu traverses ce territoire étrange, fait de doutes, de solitude, de bouleversements et de lucidité nouvelle, alors sache ceci, tu ne t'es pas égaré. Tu es en transition. La métamorphose ne ressemble jamais à une victoire. Elle ressemble à une perte de repères, de certitude, d'ancienne sécurité. Mais ce qui se défait aujourd'hui prépare la structure intérieure de demain. Tu n'as rien à forcer, rien à précipiter, rien à comprendre immédiatement. La psyché connaît son rythme. L'âme sait quand elle est prête. Comme la chenille qui se dissout entièrement dans son cocon avant de devenir papillon, certaines parties de toi doivent mourir pour que d'autres puissent renaître. Ce passage peut être inconfortable, parfois même douloureux, mais il est profondément intelligent. Chaque désorientation t'enseigne une nouvelle façon d'habiter le monde. Chaque effondrement ouvre un espace. Chaque silence prépare une parole plus juste. Ce que tu es en train de devenir dépasse ce que tu crois perdre. N'oublie jamais que les phases les plus obscures sont souvent celles où la lumière intérieure se prépare le plus intensément. Ce que tu traverses aujourd'hui pourrait être la fondation la plus solide de ta future stabilité. Marche lentement, écoute profondément, fais confiance à ce qui travaille en toi. Car au-delà de la confusion, une clarté plus vaste t'attend. Au-delà de la fatigue, une énergie nouvelle se prépare. Au-delà de l'ancien toi, une version plus authentique cherche à naître. Et dans ce mouvement silencieux, c'est peut-être toute ta destinée intérieure qui est en train de se réécrire.